Bien, bonsoir la communauté, Christy de la société DMT. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez le son? Alors, on va attendre encore 30 petites secondes, histoire que les uns et les autres rejoignent la réunion. Alors, l'objet de ce webinaire ce soir, c'est bien entendu de vous présenter la stratégie de contre-tendance. Alors, évidemment, beaucoup ont peur de cette stratégie pour des raisons diverses, hein, parce qu'ils ont vu sur le net, on leur a déconseillé que la stratégie de contre, il faut s'en méfier parce que ça fait perdre de l'argent. Et puis, pour plein de raisons encore, hein, on évite ces stratégies. Et pourtant, ces stratégies, qu'est-ce qu'elles vous fait gagner de l'argent? Alors, à titre personnel, moi, je l'utilise en permanence dans un cadre de stratégie globale, voire même parfois à l'instinct comme ça, mais surtout dans une stratégie globale. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, non pas des manières détaillées, mais du moins les grandes lignes de cette stratégie. Alors, mais comme vous le savez, avant de parler de contre-tendance, que je dis souvent aux uns et aux autres de la communauté DMT, avant de faire du contre-tendance, il faut déjà savoir suivre une tendance. Voilà, ça c'est le premier point, la tendance. Qu'est-ce que c'est qu'une tendance? Comprendre comment fonctionne une tendance, quel est l'enjeu d'une tendance, quel est l'âge d'une tendance, à quel moment cela va intéresser quelqu'un qui est intéressé à faire du contre-tendance, pourquoi il le fait? On ne fait pas du contre-tendance pour faire du contre, il y a bien un objectif derrière. Quel est l'intérêt pour lui de le faire? Bon, on va essayer d'aborder tous ces éléments ce soir avec plusieurs notions qui risquent d'être pour certains un peu techniques. Je m'en excuse d'avance, mais il n'y a pas de secret. Si vous voulez faire du contre, du bon contre, il faudra être un petit peu technique, voire même parfois très technique. Voilà, parce qu'il faut entrer très tôt, il faut être vif à la sortie, il faut comprendre la mécanique des mouvements et il faut savoir se repérer dans un mouvement. Voilà. Alors, avant de passer directement à des cas pratiques, il faudra déjà entrer un petit peu au niveau de la théorie, sachant que la théorie, on va la débuter tout simplement avec la notion de tendance. Alors, je vais basculer sur le tableau blanc. Je vais vous demander si vous voyez bien. Alors, je vais essayer d'essayer d'ouvrir un tableau. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon tableau? Le tableau est visible? Très bien. Alors, on va commencer déjà par l'essentiel, ce qu'est une tendance. Bon, ça, vous l'avez déjà vu, du moins. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose qui est écrit de manière efficace. Alors, une tendance, vous savez tous, voilà, que ce sont, bien évidemment, quand on est en tendance haussière, des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, ainsi de suite, jusqu'à ce que là-haut, la tendance se ralentisse. Alors, il ne peut y avoir de tendance haussière que si, je dis bien que si, ou tout simplement pour les matheux, si et seulement si, vous avez des impulsions qui sont plus grandes que vos corrections. Impulsion plus grande que la correction. Parce que si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas monter. Ce n'est pas possible.
Inversement, quand vous êtes en tendance baissière, eh ben, il faut là aussi que vos impulsions soient plus grandes que vos corrections. Sinon, vous ne pouvez pas descendre. Alors, certains ont des problèmes de son. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Le son est OK. Alors, bon, vérifiez au niveau de votre appareil, parce qu'effectivement, en fonction de chacun, il risque d'y avoir des petits aléas de son. Alors, certains entendent, là, j'en vois un qui n'entend pas. Donc, essayez de voir à votre niveau. Bon, pour les autres, j'ai pas d'autres réponses parmi ceux qui sont là. Est-ce que... OK, donc la plupart entendent apparemment. Eh ben, écoute, je pense que ça doit être Alain. Essaie de voir au niveau de ton ordi, si c'est le cas. Ah ben, apparemment, pour les autres, ça a l'air d'être bon. Alors, certains n'ont pas d'image. Alors là, OK, donc le son est bon. Son et image, OK, du moins pour les autres. Donc, je reprends. Vous ne pouvez avoir une tendance baissière que si vos impulsions sont plus grandes que vos corrections. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas descendre. Donc là, rien de sorcier, théorie de dos, ou autre façon de le dire, si vous avez des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, vous êtes dans une tendance baissière. Et quand il s'agit d'une tendance haussière, si vous avez des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Alors bien évidemment, à un moment donné, notamment ici en tendance haussière, vous voyez, vous avez du mal à aller plus haut. Donc ça, c'est un premier signe que votre tendance là, elle est essoufflée, c'est-à-dire qu'elle ralentit. Et c'est justement dans ces moments-là que ça devient hyper intéressant pour celui qui fait du contre-tendance d'intervenir. Mais il ne va pas intervenir parce que simplement il y a eu un ralentissement. Il faut placer votre stratégie de contre-tendance dans une stratégie globale qui doit être accompagnée par une vision tridimensionnelle, à savoir trois unités de temps. Hein. Une première unité, par exemple, du weekly, du daily, voire du H4, ou bien si vous êtes en day trading, soit du D1, du H4, du M30, peu importe. Il faut avoir cette vision-là, sinon vous ne pourrez pas placer la stratégie, vous servir du contre comme outil de votre stratégie globale. Voilà. Ça, c'est important. Alors évidemment, l'endroit idéal pour celui qui fait du contre-tendance, c'est de essayer de prendre ces endroits, parce que c'est là justement que la tendance s'essouffle et pourrait, je dis bien et pourrait, ce n'est pas dit, hein, et pourrait se retourner. Voilà. Donc effectivement, si la tendance se retourne, alors là, chapeau. Chapeau, parce que là, vous faites une méga performance, ce qui arrive souvent sur l'USD JPY. Voilà. Vous pouvez voir hein, les bougies sur l'USD JPY, c'est des bougies de qualité, c'est des tendances qui vont très volatiles en général, avec des sorties très puissantes. Et bien souvent, si vous ne savez pas manier ces stratégies-là, le contre, le range, ce soir l'objet, c'est le contre, ben, ça sera difficile de choper des mouvements sur l'USD JPY. On arrive toujours trop tard, des sorties de compression avec des grandes bougies, là c'est trop tard. Voilà. Il faut savoir les choper ces mouvements-là bien avant.
ces sorties de compression. Celui qui fait du contre-tendance peut se dire aussi, bah tiens, moi ici, ça m'intéresse d'entrer. Voilà. Il voudrait tout simplement, voilà, je vais changer un petit peu de couleur. Alors, où sont les couleurs là? Hop, voilà. Il voudrait tout simplement profiter de la correction, juste d'une correction. C'est une possibilité. Alors, ce type de contre-tendance, on va appeler ça de contre-tendance correctif. Voilà. On essaie de profiter d'une correction, c'est-à-dire quand on sent que le mouvement, la tendance risque de corriger, eh bien, certains vont se dire, eh bien, je vais profiter justement de cette correction pour entrer et essayer de sortir justement quand on arrive sur le niveau de pullback. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi un pullback, ou plutôt là ici un throwback si c'est pour monter. Voilà, parce que c'est à ce moment-là que les acheteurs vont arriver. Et effectivement, celui qui est en contre-tendance ici, il va essayer de sortir de ce contre. Et quand vous êtes ici, par contre, ça, c'est ce qu'on appelle un contre-tendance de retournement, le méga contre. Voilà. Et c'est celui-là qui bien souvent m'intéresse parce que je vais le positionner dans une stratégie globale, à savoir, si je sais par exemple ici que j'ai un biais haussier, et que mon délit, lui, il baisse, et bien là, je vais utiliser mon H4 pour choper la fin de ce mouvement-là. Voilà. Alors vous allez me dire, mais oui, mais quel est l'intérêt? Pourquoi n'attendons pas plutôt une simple sortie de compression plutôt qu'aller prendre un risque de prendre le délit en compte, histoire de retrouver son biais dans une tendance à suivi de tendance? Eh bien, c'est mathématique. Le contre, vous aurez certes un taux de réussite faible, mais alors là, en termes d'espérance de gain, énorme, énorme. Donc, si vous entrez tôt, votre espérance de gain sera très élevée. Voilà. Vous partez certes avec un taux de réussite faible, et justement, pour justement corriger, c'est-à-dire vous rassurer sur ce taux de réussite, il faut utiliser le biais. C'est le biais qui va vous apporter de la sécurité. Quand vous allez voir que votre délit, lui ici, vieillit, il devient malade, il est trop vieux, et qu'en plus vous avez un biais haussier, et bien c'est justement là qu'il faudra profiter pour choper ce contre, et vous allez le choper sur du H4. Alors, sur du H4, pas sur n'importe quel setup, quand on fait un contre, on fait que de l'anticiper. Ça veut dire que je vais prendre quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà. Je vais anticiper une tendance, un retournement de tendance qui n'existe pas. Si vous prenez la tendance en sortie de compression, elle existe, votre tendance. Mais quand vous allez faire du contre, vous allez l'anticiper, la tendance. Elle n'existe pas. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre. Par contre, si vous arrivez à l'anticiper, eh ben, votre espérance de gain, d'autant plus, comme je vous dis, si c'est accompagné d'un biais au-dessus, alors là, lui, il explose. Elle explose, pardon. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre qu'une tendance, celui qui fait du contre-tendance, ben, il va essayer de choper des mouvements soit correctifs, soit il estime que cette tendance est malade et il y a de très fortes chances qu'elle se retourne, et c'est ce qu'il veut. Parce que si la tendance se retourne, eh ben, non seulement il aura pris son contre là-haut, mais en plus, il va rajouter un nouveau trade quelque part ici. S'il est en H4, il va prendre un trade en H4 ici. Voilà. Au retournement de la tendance. Donc, vous surveillez l'unité du milieu, vous analysez sa santé, c'est-à-dire combien d'impulsions on a déjà réalisées. Une, deux, trois. Troisième impulsion. Attention, bien souvent, c'est sur la troisième que ces événements-là arrivent. Alors, s'il y en a quatre, c'est encore plus risqué. Les plus jolis trades se font là. Et là, à partir de là, vous n'avez plus de jolis trades. Tous ces trades-là sont morts.
Les double catégories sont sur les premières, la première et la deuxième impulsion. Alors, je vais effacer un petit peu. Alors, il y a une manière d'effacer d'un coup. On peut passer. Ah, ouais, d'accord. Ok, c'est comme l'ardoise à l'école. Très bien. Voilà. Alors, avant maintenant de s'intéresser à ces histoires de setup, hein, il faudra bien comprendre ce qu'est un sommet et un creux. Parce que si vous euh, comment dire, ne comprenez pas la mécanique du mouvement, ça sera compliqué de faire du contre. Donc la tendance, si c'est une tendance délit, on va changer de couleur, comme ça au moins, hop, on va prendre du rouge, tiens, hop, voilà. Donc là, ici, on va supposer que nous avons une tendance délit. Alors, si on a une tendance délit, il faut bien comprendre qu'ici, ça, c'est une impulsion H4. Ça, c'est une correction H4, ainsi de suite. Ça, c'est une impulsion H4, ainsi de suite. Et ça, encore une fois, du H4, du H4, du H4. Or, première remarque, eh ben, vous constatez que votre mouvement délit, il ralentit quand vous avez deux sommets, c'est-à-dire une incapacité à faire un plus haut, ou tout simplement, vous avez un plus haut, et puis on monte légèrement, mais pas beaucoup plus haut, et hop, et on réintègre. Donc la réintégration, ou l'incapacité à faire un plus haut, ou tout simplement un double top. Donc ça, ce sont des éléments qui doivent attirer votre attention. Puisqu'on travaille sur la tendance Daly, c'est la tendance, enfin l'unité de plan du milieu, l'unité de temps du milieu, qui est notre Daly. Nous, on veut contrer cette tendance-là. Elle est haussière, on voudrait la contrer. Pour la contrer, je vais utiliser le H4 et plus particulièrement le ralentissement du H4. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ici, mon H4, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et là, si vous avez bien compris la mécanique du mouvement, ça, c'est du M30. Ça, c'est du M30. Ça, c'est une impulsion M30. Et vous voyez que les impulsions M30, à un moment donné, deviennent plus petites que les corrections M30. Ou tout simplement, il y a des sommets qui se forment, des sommets H4. Eh bien, on va utiliser justement le ralentissement H4 comme timing pour contrer la tendance. Voilà. Donc, je répète, ici, vous avez un mouvement daily. Vous voulez contrer cette tendance-là. Vous allez utiliser l'unité de plan, le H4, et entrer en M30. Entrer en M30 quand vous aurez le double top H4 ou l'incapacité à faire un plus haut H4 ou la réintégration H4. Voilà. Ou sinon, si vous avez de bons yeux, ben vous entrez directement sur l'unité de temps H4. Si vous voyez effectivement avec vos yeux le double top en H4, vous pouvez entrer sans passer par le M30. Mais toujours est-il, votre setup, ce sera un ralentissement H4 que vous allez prendre directement en H4 ou sinon sur une unité de temps en dessous, en l'occurrence ici le M30, et ce M30 doit traduire
ces deux tops H4 ou cette incapacité à faire un plus haut H4 ou tout simplement cette réintégration H4. Voilà, pour développer un petit peu. Voilà. Si ça, c'est du M30, donc ici, vous aurez une phase 2, phase 2 M30. Ça, c'est un sommet H4. Il vous faudra un deuxième sommet H4. Donc, pour que votre deuxième sommet H4 existe ici, il faudra un M30 ici qui passe en phase 2. Et ce passage en phase 2, c'est le signal qui valide le ralentissement du mouvement H4. Or, nous, notre objectif, c'est de contrer la tendance D1, mais on va commencer ce contre avec le H4. Le but du contre-tendance, c'est entrer très tôt, le plus tôt possible. Voilà. Pour justement avoir une expérience de gain très élevée. Et vous allez partir avec un taux de réussite faible. Ça, il faut se le dire, il faut comprendre que votre taux de réussite est faible. Voilà. Et si vous l'encadrez, cette stratégie de contre, dans une stratégie globale, comme je le dis, mettons que vous faites du suivi de tendance, vous êtes ici, par exemple, vous faites du suivi de tendance, votre biais, il est haussier, votre délit est en train de corriger, eh bien, très bien. Eh bien là, c'est parfait, si d'autant plus que vous venez juste d'avoir une première impulsion. Là, ici, vous allez essayer de contrer le délit en entrant sur du H4. Eh bien, effectivement, si vous arrivez à prendre ce H4 ici, ce ralentissement H4 tout en bas, c'est-à-dire un double creux ou une incapacité à faire un plus bas ou une réintégration à la hausse H4, eh bien, vous reprenez la tendance délit par la suite. Effectivement, si le délit entre en tendance, vous allez pouvoir faire du suivi de tendance en entrant très, très, très tôt. Donc, le H4, c'est l'unité du timing. Ah oui, les faux signaux, oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas entrer n'importe où et il faut se donner un maximum de repères. Et je vous dirais comment moi je les repère, sachant que si déjà vous partez avec un taux de réussite faible, bah, il faut essayer de donner un peu de qualité à votre intervention. Voilà. C'est-à-dire vous allez analyser la santé de ce délit. On regarde de très près sa santé. On regarde si ce délit s'approche d'un niveau. Donc là, déjà, on est beaucoup plus rassuré. Et si d'autant plus que nous, on est dans le sens du biais, c'est-à-dire que là, mon délit corrige, il arrive à sa fin, et puis on a un biais haussier, bah, et puis en dessous, on a un super support, et bien là, on a quand même un environnement de qualité. Voilà. Après, on verra comment positionner le stop, etc., etc. Voilà. Tout ça sera logique. Comme ça, au moins, voilà. Donc, en résumé, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Bah, ça, c'est par exemple si c'est un sommet D1. Je ne veux pas vendre ce sommet D1. Je voudrais l'anticiper. Vendre le sommet D1, ça m'amènerait quelque part ici. C'est trop tard. Celui qui fait du contre-tendance, c'est trop tard. Voilà. Donc, un sommet D1, il faut comprendre qu'un sommet D1, alors, je suis désolé, hein, je n'arrive pas bien à manier la souris. Sommet D1 égale un cycle haussier H4 et un cycle baissier H4. Donc, un sommet D1, alors je vais l'écrire ici, égale cycle haussier H4 plus cycle baissier
H4. Là, rien de nouveau. Maintenant, moi, ce n'est pas le sommet qui m'intéresse, c'est l'anticiper. Donc, moi, je veux anticiper ce sommet. Anticiper, je mets en parenthèse le sommet D1. Alors, si je veux anticiper le sommet D1, ben, il faudra que j'anticipe la fin de ce cycle. Donc, je vais anticiper le cycle, la fin du cycle haussier H4. Et comment repère-t-on la fin d'un cycle haussier H4? Ben, c'est quand votre H4 il ralentit. Et comment vous allez faire pour voir que votre H4 ralentit? Soit vous le voyez directement à partir de votre graphique en H4, ou soit vous allez vous mettre en M30 et vous allez voir si votre double top ou votre réintégration, votre incapacité à faire un plus haut se manifeste. Donc l'idée, c'est de, au lieu d'attendre le sommet, on prend le trade à la fin de cette tendance haussière. Rien ne dit que le sommet se réalisera par la suite. Ce sommet n'existera qu'à partir du moment où votre H4 ici, il entrera en phase 2. C'est là que vous validez votre sommet. Mais nous, le but, c'est d'entrer ici, la fin de ce cycle haussier. Voilà. Donc ça, c'est pour la théorie. Maintenant, le stop. On a vu le setup anticipé, maintenant le stop. Comment positionner son stop? Alors pareil, de toute façon, quelle que soit la stratégie, hein, suivi de tendance, range, peu importe, c'est toujours le même raisonnement. La logique. À quel moment votre stratégie de contre-tendance serait invalidée? Ben, elle serait invalidée si jamais les prix cassent le plus haut ici. Donc, en clair, si vous voulez être logique, vous voulez faire du contre-tendance, mon contre-tendance ne serait plus valable qu'à partir du moment où mon sommet ici, il est éclaté. Donc, votre stop, par logique, devrait être là. C'est le stop logique. Autre façon de faire, c'est comprendre, être un peu plus agressif, c'est comprendre qu'ici, c'est du H4. Donc, vous pouvez très bien dire, ben, je prends mon trade ici, sur le ralentissement H4, là ici c'est une phase 2 M30 qui part, et mettre mon stop ici. Puisque vous parliez de taux de réussite, voilà un élément qui déjà va faire bouger votre taux de réussite. Si vous mettez votre stop ici, c'est bon, pas de souci. Par contre, vous partez déjà avec un taux de réussite beaucoup plus faible que si vous le mettez là. Ça, c'est la première chose. Donc, le positionnement du stop est fonction de chacun. Si vous sentez que le risque est minime, vous pouvez le mettre directement au-dessus du dernier sommet H4, ou sinon, si vous voulez être vraiment logique, vous mettez au-dessus du sommet D1. Voilà. Donc, deux approches différentes. Tout cela, c'est en fonction de votre appréciation du taux de réussite. Maintenant, comment gérer votre trade? Ça, c'est le plus dur. Alors, comment gérer son trade? Donc, on reprend, ça c'est du D1. Voilà, on va dire que le niveau de retournement est d'ici.
Nous, on va entrer quelque part là-haut, dans cette zone-là. On va entrer où précisément? Ben, on va entrer là, quelque part, ici, en M30. D'accord? C'est quand mon H4 il va ralentir, là, quelque part là-haut. Voilà, il va ralentir. C'est là, quelque part ici, que je vais prendre mon trade sur le ralentissement H4. Alors, pour faire plus simple, pour que ça soit plus clair, voilà. Si on a ça, par exemple, et que vous prenez votre trade là, quelque part là-haut, là, c'est du H4, hein, on va dire que c'est des sommets H4, c'est du M30. Voilà, là, c'est du M30. Ça, c'est un sommet H4. Alors, on va mettre ça ici. Et ça, c'est un sommet H4. Donc, forcément, vous allez prendre votre trade quelque part là. Hein, quand on entre en phase 2, en M30, ici, vous avez le ralentissement du H4. Le problème, c'est quoi? Première chose, c'est ça. Faites vif. C'est-à-dire, votre M30 entre en phase 2, donc qui traduit le ralentissement H4. Cependant, il risque de s'enfermer dans un range. Donc, effectivement, les prix peuvent rebondir sur ce creux H4 et puis après s'enfermer dans une compression H4. Donc, si vous n'êtes pas vif, vous risquez d'être piégé. Alors que là, c'est votre setup, puisque vous entrez sur le ralentissement H4, et si d'autant plus vous faites piéger par votre ralentissement qui devient non plus un ralentissement, mais une compression, donc vous allez attendre longtemps pour sortir de cette compression. Et ce n'est pas sûr que vous allez sortir ici à la baisse, et vous pourrez prendre la hausse. Et voilà encore l'inconvénient du contre-tendance, il faut être vigilant, il faut être très technique et comprendre la mécanique des prix. Donc ça, c'est au niveau du setup. J'ai pris mon setup, un ralentissement, mais si jamais je m'enferme dans une compression H4, eh ben, je risque d'attendre longtemps. Sachant que dans une compression, il n'y a plus de contre-tendance. Hein. Une contre-tendance, c'est quand il y a un ralentissement, pas dans un range. Je ne fais pas de contre-tendance dans un range. Donc ça, c'est au niveau du setup. Mais après, c'est au niveau de la tendance daily elle-même. Alors, il y a deux niveaux qui nous intéressent. C'est le niveau de réintégration daily et de retournement daily. Alors ici, vous avez pris votre trade en H4. Vous allez à un moment donné rencontrer là le niveau de réintégration daily. C'est un niveau qui va vous freiner beaucoup plus que celui-là. Hein, celui-là, il est minime, hein, mais bon, c'est un tout petit risque pour le contre, hein, contrairement à celui-là. Le niveau de réintégration, puisque vous prenez votre trade en H4 ou en M30, donc vous allez surveiller ce niveau de réintégration. Et bien là, vous allez prendre un tiers. Vous avez pris votre trade là-haut. Quand les prix arrivent là-dessus, vous prenez un tiers. Et puis, quand on arrive, si jamais le mouvement part et continue, on arrive sur le niveau de retournement, vous prenez un nouveau tiers. Donc, il vous reste un tiers. Et ce tiers, l'idéal, c'est que la tendance se retourne. C'est-à-dire que les prix arrivent à casser ce niveau. Et là, à ce moment-là, je pourrais prendre un nouveau trade qui complétera le reliquat, les un tiers qui me restent, pour accompagner cette tendance qui s'est retournée. Voilà. Donc, dans l'aspect théorique, comprendre ces histoires de sommet et creux, comprendre ce qu'est une tendance, comprendre ce qui intéresse celui qui fait du contre-tendance. Ses objectifs sont multiples. Il pourrait juste vouloir profiter d'une simple correction, ce qu'on appelle une contre-tendance de correction. Il voudrait tout simplement faire le trade du siècle, c'est-à-dire entrer très haut, très tôt, et puis espérer le retournement de la tendance. Ou tout simplement, ça fait partie de sa stratégie. C'est un outil pour lui qu'il va utiliser pour continuer son suivi de tendance. C'est ce qu'on a vu précédemment avec le W1 qui est haussier,
le daily qui corrige, qui est malade, qui arrive à sa fin, et le trade en H4 que vous allez prendre pour reprendre le biais ici. Pour ce faire, vous avez besoin de contrer. Donc, vous allez utiliser la stratégie de contre-tendance dans votre stratégie globale qui est du suivi de tendance. Voilà. Donc, il n'y a pas que le contre d'ailleurs. Range aussi, ça se fait. Hein. Le range, c'est la même logique. Si vous utilisez le range dans une optique de stratégie globale, il est très efficace, le range. Ça vous permettra d'entrer très bas pour reprendre le biais, notamment sur l'USD-JPY, comme je vous ai dit. Donc, ça vous permet d'entrer très bas et d'avoir de amples mouvements et d'éviter des sorties volatiles, bien souvent, que vous pouvez remarquer sur les sorties de compression, notamment sur les cryptos et aussi sur l'USD-JPY en particulier. Voilà. Donc, l'objectif défini, le setup, ça ne peut être que de l'anticiper. Si vous prenez un contre-tendance, il faut comprendre que vous devez avoir une unité pour définir votre biais, une unité pour faire votre analyse et une unité pour entrer de manière anticipée. Ralentissement. Voilà. Vous n'entrez que sur des ralentissements. Double top, double creux, incapacité à faire un plus haut, capacité à faire un plus bas, réintégration. Voilà. Si c'est du D1, H4, M30, ralentissement M30, donc vous allez entrer sur du M5. Voilà. Et puis, vous intégrez cet ensemble dans votre stratégie globale. Alors, on va voir ça un petit peu sur les graphiques. Ça va être beaucoup plus parlant, parce que je comprends de manière technique, c'est pas toujours évident le contre-tendance. Déjà, comprendre la mécanique des mouvements, c'est pas évident pour tout le monde. Si en plus il faut utiliser des techniques, donc dans ce cadre-là, c'est encore un petit peu plus complexe. Alors pour ce faire, on va se mettre sur un graphique. Voilà. Alors, on va prendre quelques exemples. Hein. Voilà. Ici, par exemple, on est sur le DAX. Bon. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Les prix ont cassé. Donc, on est entré en tendance. Problème, c'est la dimension de la bougie. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que cette tendance, elle vient de très loin. Donc, risque évident de retour des prix à l'équilibre. Alors, je ne vais pas entrer dans la notion de pullback, hein, ce n'est pas l'objet ce soir. Hein. Voilà, sachant que le pullback, c'est la même philosophie, c'est du contre. Voilà. Donc nous, cette bougie-là, elle nous intéresse. Parce que c'est là que je vais prendre mon compte. Mais pour prendre un contre, puisque ça, vous voyez bien, on est en daily, c'est une tendance daily. Donc ici, vous devez avoir un mouvement H4. S'il n'y a pas de mouvement H4, si c'est un range, vous ne pouvez pas faire du contre-tendance. Vous devez avoir une tendance haussière H4 ici. Donc on regarde en H4. Et en H4, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'on a une petite tendance haussière. Effectivement, si je me mets en M30, voilà, j'ai ma petite tendance haussière en H4. Vous voyez, elle monte. Quand un beau cycle haussier M30, voilà, qui traduit ce mouvement haussier H4. Donc l'idée est de se dire, en W, j'ai un biais baissier. En daily, je suis baissier, sauf que le daily avait tendance à corriger, et je vais essayer justement de le contrer. De le contrer comment? Super, on a un gros niveau ici, qui est une zone de profil de marché qui est intéressant pour les pullbacks. Là, ce n'est pas l'objet ce soir de parler du pullback. Ce que je veux faire prendre conscience, c'est que moi, ce qui m'intéresse là, c'est cette tendance haussière qui, alors là, j'ai un niveau W qui est censé d'arrêter un mouvement daily. Donc le daily ici devrait ralentir.
Et si je n'arrive pas à avoir un ralentissement délit, il me reste une dernière cartouche, c'est le retournement H4. Alors là, comme vous voyez, dans une philosophie de pullback, c'est ce que j'aurais fait. Soit un ralentissement délit, mais moi, ça ne m'intéresse pas d'entrer en délit. Donc forcément, je serais rentré sur un retournement H4. Oublions le pullback, contre-tendance. Je veux contrer ça. Voilà. Je suis en délit. Je veux contrer cette bougie haussière verte. C'est du délit. Donc, je vais devoir aller chercher là-haut un ralentissement H4. En mettant H4, vous voyez, moi, je le vois, le ralentissement. Voilà, à vue d'œil. Le ralentissement, il est là. Voilà. J'ai un premier top ici. J'ai un deuxième ici. À cette clôture-là, c'est un signal pour vendre. Voilà, ici. Alors, où est-ce qu'il est encore ce petit... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Là, j'ai mon double top H4. À vue d'œil. Donc, je peux prendre le trade directement à H4. Maintenant, pour ceux qui ne voient pas que là, il y a un double top, eh bien, vous descendez en M30. Donc, en M30, quand vous allez découper ça, alors là, M30, ça a été moins évident, malheureusement, vous aurez fait ça, hop, toc, toc, ah si, on le voit. Voilà. Donc, cette bougie-là est un signal pour vous, quasiment là, là au même endroit, ici. Vous voyez? Voilà. Donc là, vous avez un sommet H4, un deuxième sommet H4, et voilà le setup pour vendre. Et ce qui a donné d'ailleurs, par ailleurs, un super trade. Alors, une fois que vous avez pris votre trade, vous, ce que vous devez repérer, c'est bien entendu, alors il faudra découper bien sûr le mouvement dans un premier temps. Hein. Alors ici, il n'y avait pas grand-chose à faire, pas de découpage particulier à faire, parce que bon, ce n'était pas le bon exemple pour vous montrer les niveaux de réintégration et de retournement. On prendra un autre, parce que celui-là, on ne pourra pas le faire avec celui-là, mais l'idée est là. Voilà, du contre-tendance, savoir j'entre en anticipé, j'essaye de trouver des double tops, des incapacités à faire un plus haut ou tout simplement des réintégrations, et puis prendre le setup en anticipé. Soit un setup anticipé directement à H4, soit sur un setup standard, c'est-à-dire sortie de compression M30, qui traduit le double top H4. Alors, on va prendre l'or. Peut-être l'or est beaucoup plus expressif. Alors, l'or ici, par exemple, voilà, voilà dans cette zone-là. Bon, on s'aperçoit qu'on est dans. Alors, si je découpe mon mouvement, là, je suis en délit, je vais faire mon biais. Alors, ici, ouais, c'est discutable. Allez, hop, voilà. Donc, je sais que au-dessus de ce niveau, je suis haussier. En dessous, je suis baissier. Les prix reviennent en délit. Vous voyez, là, on a un délit qui descend. Il descend bien d'ailleurs. Donc l'idée, c'est de se dire, eh ben, puisque je suis haussier, puisque mon biais est haussier, ben, l'idée, ça serait peut-être d'essayer de contrer cette tendance délit là, baissière. Donc je vais la découper. Donc je vais prendre mon H4 et je découpe mon délit. Alors, je vais changer de couleur. Hein. Allez, on va mettre ça en noir. Voilà. Donc là, mon délit, tout ça,
c'est mon délit, mais moi, je ne veux pas entrer en H4. Je veux entrer sur, enfin, si, je veux entrer en H4, mais sur un ralentissement H4. Alors, vous aurez du mal à le voir là, mais moi, je le vois, le ralentissement H4. Alors, il est là. Les bandes de bol vous aident aussi, hein, à partir du moment que vous avez une phase de 4, c'est un ralentissement H4. Donc là, cette bougie-là, c'est la bougie du ralentissement. Donc ça, c'est un ralentissement H4. Donc ici, vous prenez votre trade sur cette bougie-là, hein, voilà, celle-là, et vous placez votre stop sous le dernier. Celui-là, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas là pour le moment, vous mettez en dessous. Malheureusement pour vous, vous êtes touché par une mèche, mais ça, c'est pas bien grave, ça arrive. Hein. Voilà. D'où l'idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien mettre en dessous du creux et non pas du creux H4. Vous mieux mettre sous le creux DI. Voilà. Et pour ceux qui ne voient pas ce ralentissement H4, ben vous vous mettez en M30 ou en M40 et regardez ce qui se passe dans cette zone, tant que les prix arrivent. Et bien voilà, découpez votre H4. Ben regardez, en découpant votre H4, on va changer de couleur. Voilà, on va mettre ça en rouge, comme ça c'est bien visible. Ben regardez, vous avez ici, sur cette bougie-là, un signal. Voilà, pour entrer. Et là, vous mettez votre stop sous le dernier creux H4. Voire même, quand vous avez des petites mèches un peu plus bas, mettre carrément sous la dernière mèche. Il faut bien vous protéger. Pourquoi? Ben, regardez ici, hein, vous êtes touché. C'est pas cette mèche-là. Or, s'il n'y avait pas eu cette mèche-là, ben, ça vous aurait donné un super trade. Ceci dit, il vous donne encore une deuxième opportunité par la suite, qui sera la bonne, finalement, sur l'or. Parce que quand on regarde l'or, voilà, on se met en délit. La deuxième zone a été la bonne, celle-là. Voilà. Alors, on n'était pas encore comment dire, dans un range. Hein. On pouvait suspecter la formation d'un range parce qu'on ne fait plus de contre-tendance dans un range. Hein. Là, il y a eu une montée, on est revenu. On n'était pas véritablement encore dans un range. Donc, il y avait possibilité ici encore à contrer. On peut contrer au même niveau, mais on ne va pas contrer beaucoup plus haut. Voilà, contrer ici, ça n'a pas de sens. Il faut toujours contrer sur un même niveau. Alors ici, pareil, si je me mets en H4 à vue d'œil, on voit le ralentissement H4. Ben, regardez, votre phase 4 est ici. Donc là, vous aurez un premier top, un creux, pardon, et ici le deuxième sur cette bougie-là, directement en H4. Donc vous avez un signal pour entrer et vous mettez non pas sous ce creux, voilà, c'est ça le danger. Si vous êtes agressif, vous allez le mettre sous le dernier creux H4 ici, il vaut le mieux le mettre carrément sous le dernier creux d'Eli, ici. Voilà. Il faut vraiment être logique. Parce que si on casse ce dernier creux-là, il ne peut plus y avoir de contre-tendance. Et pour ceux qui ne voient pas, rebelote, vous vous mettez en M30 et regardez en M30, pareil, on a un nouveau. Si je découpe, ça aurait donné ça. Ici, je serais venu, toc, je serais ici descendu, remonté, hop, et puis là, j'aurais eu mon signal. Voilà, ici. Et vous aurez mis votre stop ici, mais je préfère le mettre là, moi, sous vraiment le creux d'Eli. Voilà. Et bien, regardez le trade. Hein. Voilà. Et là, vous allez maintenant repérer le niveau, puisque vous êtes entré sur un ralentissement H4. Ce qui vous intéresse, où se trouve votre niveau de réintégration d'Eli. Alors, le délit, c'était en noir, ce que j'avais tracé en noir. Alors, je vais enlever ça pour
ce soit plus visible, tous ces petits détails-là, je vais enlever ça. Voilà. Donc, votre délit, le voilà. Donc, vous avez votre premier niveau. Alors là, il n'y aura pas de niveau de réintégration puisque votre deuxième creux, il est beaucoup plus haut que le premier. Donc, vous aurez par contre le niveau de retournement ici. Donc, vous aurez ce niveau-là à gérer. Donc, vous le gérez, vous le mettez comme ça, par exemple. Et vous savez que, arrivé ici, vous allez prendre un tiers. Pas forcément, hein, ça dépend de la réaction des prix sur le niveau. Si vous voyez que le mouvement est puissant, qu'il y a de très fortes chances qu'il soit brisé, que le niveau de retournement soit brisé, bon, vous n'êtes pas obligé de prendre votre tiers. Hein. Mais maintenant, si vous voulez être prudent, effectivement, vous prenez un sur le niveau de réintégration. Là, on n'a pas eu de niveau de réintégration parce qu'il était beaucoup plus bas que notre entrée. Mais ici, vous avez un niveau de retournement. Si on regarde en H4, comment ça serait présenté, eh bien voilà, on serait arrivé ici, ben regardez, on arrive, poussé, ben vous êtes directement dehors, il n'y a pas lieu de prendre un tiers puisque vous l'avez défoncé. Hein. Mais par contre, si vous voyez que les prix ronronnent ici, ben vous prenez votre tiers, voire même deux tiers parce que le niveau de réintégration, sur le niveau de réintégration, vous ne l'avez pas pris puisque vous êtes entré au-dessus. Vous allez prendre deux tiers ici. Donc là, sur l'or, c'est passé en puissance, donc c'est parti. Et bien là, forcément, quand vous arrivez ici, alors là, vous ne pouvez pas entrer en H4 parce que bon, les bougies sont un petit peu, le mouvement part de trop loin. Donc là, on attend une deuxième poussée. Donc la deuxième poussée vous permettra de remonter votre stop. Parce que votre stop, il est là pour l'instant. Là ou là, peu importe. Voilà. Donc ce stop-là, qui est ici, une fois que la tendance s'emballe, d'accord, vous avez votre nouvelle compression H4 ici, qui va être, si jamais on a une sortie, donc il y aura un suivi de tendance, vous remontez ce stop-là. Voilà. Vous le mettez sous le dernier creux délit. Et bien sûr, votre reliquat va accompagner le nouveau trade qui part. Voilà. Donc, toujours le même principe. Ralentissement, je repère mon niveau de réintégration, je repère mon niveau de retournement. Et quand ma tendance se retourne, et si elle se retourne sur une sortie de compression H4, très bien, ça me permettra de remonter mon stop. Mais tant que je n'ai pas ce suivi de tendance, j'évite de toucher au stop. Le stop, n'oubliez pas, c'est le scénario, s'il est touché, qui invalidera, enfin, c'est si votre stop est touché, c'est lui qui invalidera votre scénario. Voilà. Donc, il n'y a pas lieu de le toucher. C'est comme dans un range. Le stop en dehors du range. Voilà. Puisque si votre range, si votre stop est touché, il n'y a plus de range, parce que vous avez cassé le range. Ben là, si votre stop est touché sur le dernier creux H4 ou le dernier creux délit, ben, il n'y a plus de contre-tendance. Ça veut dire que la tendance précédente continue. Voilà. Donc, à chaque fois, vous regardez mon niveau de réintégration, je prends un tiers par principe. Mon niveau de retournement, ben, je prends un tiers. Et parfois, les bougies ne vous laissent pas la possibilité de prendre ce tiers. Et bien, tant mieux. Vous laissez le mouvement courir, tout simplement, jusqu'à ce que vous ayez un nouvel événement. C'est-à-dire ici, on attend une sortie de compression pour continuer de suivre cette tendance daily. Et là, vous pourrez remonter vos stops. Autre exemple. On va prendre l'odd JPY. L'odd JPY. Alors, graphique brut, je me mets en W. Alors, je regarde la gueule du mouvement. Bon, je vois déjà, il y a plein de mèches ici. Donc là, il y a de très fortes chances que ça, c'est un super niveau à travailler. Donc, je découpe mon mouvement. Ceux qui aiment bien le découpage. Voilà, je vais le découper. Alors, c'était ici, ça, top. Voilà. Donc, on va le découper. Donc, on part top, d'ici, on descend, 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 descend. Ici, on remonte, on descend. Ici, et puis ici. On va mettre ça en bleu.
Voilà. Hop. Donc là, on s'aperçoit qu'on a un super niveau ici, super niveau weekly. Je regarde si ça colle avec mes bandes de bol, hein. Ah bon, ça va. Ok, les prix sont bien venus retaper dessus. Il y a plein de petites mèches. Il y en a encore ici. Donc ça veut dire que c'est un niveau a priori solide. Donc là, j'ai un joli biais haussier. Voilà, jusqu'au niveau de retournement là-haut, avec suspicion de range, bien entendu. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore dans le range. Voilà. Donc on a un joli biais haussier. En délit, bah, ça, c'est une belle tendance baissière délit. Regardez, je me mets en délit. Vous voyez, je vais découper ce mouvement, je prends mon H4 et je le découpe. Donc en le découpant, ça me donne ça. On va mettre ça en noir. Hop, voilà. Donc ici, mon délit est en train de patiner, vous voyez bien, regardez. Il y a un gros niveau, il y a un creux ici, là forcément on va peut-être former un creux. Bah, est-ce que mon H4, lui, il a ralenti? C'est ça la question. Alors je regarde le H4, il a ralenti parce que là je vois la petite bande qui s'est retournée, donc je vais essayer de voir s'il y a confirmation sur le mont M30. Le M30, eh ben, il est en plein ralentissement. Voilà, il est en train de confirmer. Parce que si je découpe mon M30, regardez, hop, on va monter comme ça, on redescend et on repart. Et je change de couleur, je mets ça en rouge. Voilà, donc là on a un signal. Hop, signal d'achat en direct. Voilà, et je mets mon stop ici. Alors maintenant les niveaux. Ce niveau, bah, c'était mon niveau de réintégration, il est en dessous de là où je prends mon trade. Donc c'est plus la peine de le considérer, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc arrivé là-haut, il y a de très fortes chances qu'il y aille parce que vu l'ampleur de la descente ici, donc en général on répète les mêmes mouvements. Donc on va d'essayer de choper un peu de gain là-haut, si effectivement ça part. Et puis si on casse là-haut, bah, on entre dans du suivi de tendance. Parce que si je me mets en délit, et peut-être qu'on va s'enfermer aussi dans un range, hein, c'est fort possible. Voilà. Dans un range weekly, parce que là on a déjà un creux, un sommet, un creux, il ne manque plus que le deuxième là-haut pour s'enfermer dans un range. Ce sera dans un premier temps du compte et voir après un range à travailler. Mais on a cette perspective de remonter des cours qui pourrait être intéressant avec du contre. Voilà, le petit ralentissement H4, le niveau de réintégration était ici, bah, notre entrée est au-dessus, donc ça ne se pose pas. Donc ici, on aura un niveau de retournement à travailler. Et puis après, si jamais ça casse ici, je suis dans du suivi de tendance. Voilà un petit peu le dernier cas qu'on pourrait regarder. J'ai vu ça tout à l'heure. Il y a le CAD SGD. Je crois qu'il y avait quelque chose d'intéressant ici. Le dollar singapourien. SGD. CAD SGD. Voilà, pareil. Alors, je me mets en W. En W, donc là, il y a une grosse résistance là qui s'est mise, enfin, un support, pardon, parce que les bandes se sont retournées. Donc là, on a un support. Donc le niveau de retournement doit être forcément là-haut. Donc on est dans une suspicion de range. Donc on a un biais haussier ici. Donc là, j'ai une tendance délit baissière. Là, je regarde. Voilà, mon délit, il a baissé. Hop, ici, là, sur des niveaux comme ça. Donc là, il y avait matière à voir si j'ai un ralentissement H4.
J'en ai eu un ici. Voilà, quand le. Alors, malheureusement, c'est une grosse bougie verte, hein, mais malgré tout, c'est un ralentissement. Hein, voilà. Puis, j'aurais mis mon stop ici. Bon, malheureusement, c'est le piège du contre. On pourrait s'enfermer dans un range H4. Ce qui s'est passé ici. Voilà. Pour ça, il faut être très technique quand vous voyez que si on arrive au niveau, là où vous prenez votre trade, sur le dernier sommet, ça commence à patiner, il y a de très fortes chances qu'on s'enferme cette fois-ci, non plus dans un ralentissement H4, mais dans une compression H4. Voilà. Ce qui vous laisse après une chance de partir encore avec beaucoup plus de puissance. Voilà. Pour prendre le trade à la hausse. Donc voilà un petit peu les facettes du contre-tendance et croire qu'avec le contre-tendance, c'est risqué, il ne faut pas l'utiliser. Je peux vous dire que c'est absolument faux. C'est là où moi, à titre personnel, et ça n'engage que moi, c'est là où je gagne le plus d'argent. Voilà. Donc, chacun son truc. Ceux qui aiment faire du suivi de tendance, ben, très bien. Hein, voilà. Mais moi, j'ai une affection pour le contre-tendance parce que, bon, aujourd'hui, je l'utilise couramment. C'est quelque chose que vraiment, c'est instinctif pour moi maintenant. Dès que je suis sur les marchés, je veux rechercher ce genre de figure et essayer de faire aboutir mon trade. Ce qui m'a permis, à plusieurs reprises, notamment sur l'USD JPY, de faire des trades stratosphériques. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Le M5, oui, ralentissement M30 en M5, oui, de toute façon, plus vous allez descendre les unités, bah, plus le risque, le taux de réussite va diminuer et plus il faudra élargir le stop. C'est-à-dire, si vous entrez en M5, votre stop doit être vraiment large. Hein. Sinon, vous ne mettez pas les chances de votre côté. Sur les petites UT, ça, avec une petite mèche, hop, vous êtes dehors. Sur le Bitcoin aussi, je crois qu'on a eu un. Malheureusement, je ne l'avais pas vu, moi. Quelque chose d'intéressant. Non, c'était pas celui-là. Voilà, ici, là, dans cette zone-là, vous voyez, là, on le voit. Regardez, on le voit très bien, le ralentissement H4. Premier creux, deuxième ici. Donc, sur cette bougie-là, voilà. Cette bougie-là est votre signal. Voilà, avec votre stop en dessous. Voilà. Donc là, c'était top. Hein. Quand ça passe, je peux vous dire que ça donne de jolis mouvements. Regardez-moi ça. Petit contre sur le délit. Hop. Oui, pour valider votre double top ou double creux H4, cela suppose que votre M30 soit entré en phase 2. Sinon, il n'y a pas de validation du sommet ou du creux H4. Ça va parfois même rajouter ce petit canal, ce qui fait beaucoup de bien, voilà, qui vous donne des zones. Ça, vous pouvez être sûr, bien souvent, quand vous sortez du canal de régression linéaire, paf, la reprise, la réintégration. Là, il faut vraiment plusieurs bougies à l'extérieur. Une bougie comme ça à l'extérieur, il n'y a pas de renversement de canal. Hein. Voilà. Par contre, si vous faisait 4, 5, 6 bougies à l'extérieur, là, vous pouvez être sûr que la tendance s'est retournée. Ce pas des zones faciles à passer. Vous voyez que chaque fois, regardez les prix, quand on va chercher les extrémités de ce canal, c'est comme l'élastique tire dessus, ça revient à son point d'équilibre. Donc, quand vous avez des zones basses comme ça, ben, il y a un gros potentiel. Pareil, quand vous êtes en haut,
gros potentiel à la baisse. C'est comme ça que j'ai chopé, moi, le, le DAX, voilà, sur ces zones extrêmes. En plus, si vous contrez, alors là, si vous contrez dans les zones extrêmes, là, c'est parfait. Donc ça, souvent, c'est le piège, hein, c'est le bear trap par excellence. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Certains parmi vous pensent s'initier un petit peu au contre. Allez, dans le cours de Pascal, vous avez de belles explications, hein. N'hésitez pas, c'est vraiment intéressant le compte parce que ça vous demande de la technique. Ça vous pousse aussi à réfléchir, à comprendre un petit peu la mécanique des mouvements. Et vraiment, c'est enrichissant, hein. Pour un trader, c'est très enrichissant le compte. Ah, c'est sûr, prendre un compte pour dire que je prends un compte, oui, ça c'est vous à l'échec. Mais si vous savez à quoi sert un compte, comment le positionner dans une stratégie globale, je peux vous dire, vous allez faire des super plus-values. Regardez l'USD JPY. Quand vous avez des sorties de compression, bien souvent, c'est compliqué à les prendre sur l'USD JPY. C'est souvent, c'est des bougies qui sortent, des grosses bougies. Voilà. Ce qui veut dire, par là même, l'idée, c'est pas d'essayer de prendre la sortie de compression, mais essayer de choper le mouvement bas ici. Voilà. Beaucoup plus intéressant. Choper le mouvement dans le bas. Voilà. C'est des mouvements comme ça qui montent, qui poussent. Voilà. Alors, moi, j'aime bien l'USD JPY tout simplement parce que c'est deux devises qui ont des politiques monétaires radicalement opposées. Le dollar, euh, comment dire, la politique monétaire de la Réserve fédérale est axée sur la lutte contre l'inflation, alors qu'au Japon, c'est la lutte contre la désinflation. Donc déjà, d'un point de vue macroéconomique, c'est divergent. Il y a du spread. Voilà. Et les mouvements sur l'USD-JPY, ben, c'est des jolis mouvements en général. De très jolis mouvements. Voilà. Donc c'est une période très intéressante à suivre qui donne en général de beaux trades. Regardez-moi ça. Alors, on est sur du D, hein, regardez. Alors, si vous mettez là déjà, il y a un double signal. Voilà. Toujours des beaux mouvements. Voilà, encore un double signal ici. Voilà. Ça pousse beaucoup de volatilité. Et bon, par contre, n'entrez pas à la fois sur l'USD JPY et l'heure USD parce que ce sont des paires corrélées négativement. Et particulièrement en journalier, on est à moins 0,9, hein. Donc voilà. Donc quand l'USD JPY baisse, l'heure USD monte. Donc prendre une position sur l'heure USD et USD JPY, bon, voilà, à moins de vouloir se couvrir, voilà, pas trop d'intérêt. Dans l'appareil, toujours, bon, j'étais en train de surveiller justement cette USD JPY. Pourquoi? Bah, parce que déjà le délit, on est seulement dans une première impulsion baissière. Il y avait un niveau là qui a été défoncé. C'est la première impulsion. On était en train de comprimer en H4. Voilà, on était en train de comprimer. Bon, malheureusement, ce n'est pas la bonne sortie. Il faudra être patient. Effectivement, si ça casse par le bas, ça risque d'être très intéressant. Voilà, parce que là, voilà.
Par le haut, ça me gêne un peu parce que le canal, là, ça pourrait poser problème. Voilà. Donc, si on a une sortie à la baisse, ça serait très bien. Mais écoutez, si vous n'avez plus de questions, ben, ce fut un plaisir pour moi de partager avec vous cette stratégie peu utilisée, mais alors là, efficiente quand elle est bien comprise. Et j'espère que certains parmi vous n'hésiteront pas à l'expérimenter sur des petits risques, bien évidemment, pour débuter. Et puis vous verrez avec l'habitude, vous verrez comme c'est passionnant d'utiliser le contre-tendance. Et surtout quand ça s'enchaîne avec du suivi de tendance, vous allez prendre plaisir. Vraiment, regardez ce genre de mouvement qui arrive comme ça, vous contrez par ici, puis on reprend la tendance. Magnifique. Voilà, n'hésitez pas, faites un petit compte, quitte à faire un petit compte à côté dans un premier temps, histoire de vous entraîner. Mais mettez-le à votre profit, je peux vous dire, le compte, c'est très intéressant. Voilà, ça donne de big, 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 big risk-reward. Et ça, ça vous permet d'entrer vraiment au tout début, même avant le début de la tendance. Voilà. Et l'idée, c'est ça. C'est de dire, voilà, ma tendance baissière, elle est malade, il y a eu trop d'impulsion. Là, pour moi, ça serait peut-être plus intéressant de songer à essayer de l'acheter. Et là, vous voyez, petit creux, deuxième petit creux, bougie verte ici, vous mettez votre stop et c'est parti. Voilà. Donc, l'unité de plan, vérifiez si elle est en bonne santé. C'est-à-dire pas trop d'impulsion. En H4, si c'est du délit, l'unité de plan, en H4 qui n'a pas eu beaucoup d'impulsion. Voilà, la troisième, en général, c'est celle qui va vous conduire vers la réintégration et éviter les sorties de compression sur une troisième impulsion. C'est-à-dire vous avez déjà eu deux, vous avez un troisième range là, troisième compression. Là, vous allez dire, ah, super, j'ai une belle compression, je vais la prendre vite. Voilà. Bien souvent, ça réintègre. Voilà, merci à vous d'avoir été présent. Et puis, bon, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et si vous voulez expérimenter cette stratégie, ce sera un plaisir pour moi de vous éclairer sur quelques points. Ben, je reconnais que techniquement, c'est vrai que ça pose un petit peu plus de problèmes qu'un suivi de tendance classique. Mais voilà, c'est passionnant pour ceux qui aiment le trading. Voilà, c'est un outil à mettre dans sa boîte. Ça vous fera une belle boîte à outils après, et croyez-moi, ça sera très payant. Voilà, merci à vous et en tout cas, bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres points particuliers sur la méthodologie DMT.